quand ceux qui se sont mis à écrire les règles n'étaient plus le peuple en entier, mais une petite partie du peuple, une élite ou une oligarchie. À partir du moment où c'est une oligarchie, une petite partie du peuple qui écrit les règles qui vont s'appliquer à tout le monde, chacun comprend qu'il y a un danger qui apparaît, un danger. Le pouvoir qu'on donne aux législateurs, le pouvoir d'écrire le pouvoir d'écrire les règles, est un pouvoir à la fois potentiellement très utile et potentiellement très dangereux. D'où l'idée de mettre au-dessus de ces auteurs du droit, de mettre au-dessus d'eux un droit supérieur. La Constitution, on l'appelle aussi quelquefois le droit du droit. C'est le droit qui s'impose à ceux qui écrivent le droit. Ce droit supérieur servant à protéger tout le monde, protéger ceux qui vont obéir aux lois, les protéger des abus de pouvoir de ceux qui écrivent le droit. Donc c'est un concept très très important, l'idée de Constitution. Très important si on est soucieux de ne pas être sous le joug d'une tyrannie. Donc une Constitution, c'est très important de garder ça en tête. C'est pas seulement un texte écrit par un tel et qui vaut dans le cadre d'un État. Non, c'est pas le plus. C'est vrai, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'une Constitution, c'est un texte supérieur qui s'impose aux législateurs, qui s'impose aux gouvernants, qui s'impose aux juges, qui s'impose aux administrations, qui s'impose à tous ceux qui ont un pouvoir, qui est au-dessus de ceux qui ont le pouvoir. Que ceux qui ont le pouvoir devraient craindre un texte supérieur qui sert à protéger tous les autres. Une constitution, ça ne sert pas à organiser les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. Une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à diviser les pouvoirs pour être sûr qu'ils n'abuseront pas. Alors, les constituants de 1789 savaient très bien ça. Ils savaient très bien à quoi servait une constitution, ils savaient qu'ils allaient se libérer avec une constitution, ils savaient qu'il fallait absolument, ils lisaient Montesquieu, Rousseau, ils savaient très bien qu'il fallait séparer les pouvoirs. D'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme, qui a été largement écrite par Condorcet, mais ils étaient nombreux et de grands talents, dans la Déclaration des droits de l'homme, ils sont spécifiés expressément qu'une nation qui ne garantit pas les droits et qui ne sépare pas les pouvoirs n'a pas de constitution. Donc, quand on veut juger un régime, quand on veut jauger un régime, il faut aller regarder la Constitution et regarder qu'est-ce qu'elle vaut. Est-ce qu'elle sépare bien les pouvoirs? Est-ce qu'elle permet aux citoyens de résister aux abus de pouvoir? Est-ce qu'elle leur laisse de l'initiative, comme en Suisse, ou comme dans la moitié des États-Unis d'Amérique, où le référendum d'initiative populaire permet au peuple de protester quand quelque chose ne va pas et de reprendre la main sur les représentants, comme en Suisse, référendum d'initiative populaire. Est-ce que dans la Constitution, c'est pas grave, je crois, est-ce que dans la Constitution, l'initiative, un pouvoir d'initiative, un pouvoir de résister est laissé au peuple? Il faut que je le réactive quand il se met en veille? Ok, pas de problème, je ferai ça. Quand vous prenez ces critères-là pour jauger les institutions, vous vous apercevez que on est loin du rêve que nous vendent nos représentants. Alors, moi, c'est ce que j'ai découvert je suis prof de droit et d'économie en lycée, en BTS. Et j'étais prof de droit et d'économie pendant 10 ans. Et donc j'ai enseigné le droit et l'économie. Et quand on enseigne le droit, en fait, on est très conservateur, en fait. On explique comment ça se passe et on n'explique pas comment ça devrait se passer. C'est pareil en économie. On explique comment ça marche, la création monétaire, mais on n'explique pas, on n'incite pas nos élèves à critiquer le système qu'on est en train de décrire. En tout cas, j'étais prof de droit et quand j'ai lu les institutions européennes, je les ai lues en cherchant
c'est garanti qu'il devrait se trouver dans une constitution. Et je dois dire que j'ai honte. Bon, je n'avais pas enseigné les institutions européennes, mais je ne les connaissais pas, ces institutions européennes. Pourtant, j'avais voté oui à Maastricht, comme beaucoup de gens. Et là, j'ai pris la mesure à l'occasion du débat en 2005, quand j'ai découvert ce qu'il y avait dans ce texte, et que j'ai découvert rétrospectivement ce à quoi j'avais dit oui quelques années plus tôt. J'étais pris de peur parce que, véritablement, quand on lit ces institutions européennes, il n'y a pas besoin d'exagérer. Ce qui est l'impuissance des citoyens qui est programmée dans ces institutions est incontestable. Il n'y a pas besoin d'exagérer. Elle est totale. Nos élus n'ont plus de réel pouvoir. En tout cas, sur tout ce qui compte, ils n'ont plus de pouvoir du tout. Et ceux qui ont le pouvoir dans les institutions européennes ne sont pas élus du tout et n'ont pas de compte à rendre. La Banque Centrale Européenne, qui a un pouvoir considérable, n'a de compte à rendre à personne. C'est extravagant. Donc, à l'occasion de ce débat, et j'ai écrit un texte qui a beaucoup tourné, c'est une espèce de chance, oui. Et les gens se sont mis à m'interpeller. Donc, ça marche comme ça, les humains fonctionnent comme ça. C'est un des ressorts importants des humains, c'est que quand les gens vous regardent, en bien ou en mal, c'est un moteur. Les Athéniens se servaient beaucoup de ça, ils se servaient beaucoup de l'honneur, beaucoup plus que l'argent pour motiver les gens. Et j'ai développé cinq critères, cinq reproches graves contre l'Union européenne qui ont alimenté le débat. À l'issue de ce débat, on a voté non, et j'ai continué à réfléchir. Et j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qu'était une bonne constitution. J'ai réfléchi aux différents principes qu'il devrait y avoir dans une bonne constitution. Et puis surtout, j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui a permis, comment est-ce qu'on est arrivé à écrire ce texte-là? Qui a écrit ce texte-là? Qui a écrit ces institutions européennes? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose qui, je crois, va nous servir au-delà des institutions européennes, parce que ça va nous servir dans chacun des États, et je pense que ce que je suis en train de découvrir peut servir à tous les humains sur Terre. Il me semble que, alors depuis 6 ans, j'ai travaillé sur beaucoup de constitutions, pas toutes les constitutions, mais des dizaines de constitutions à travers le monde et à travers l'histoire. Et je retrouve toujours cette impuissance des citoyens, dans toutes les constitutions, à toutes les époques, dans tous les pays. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que cet outil génial qui devrait séparer les pouvoirs, qui devrait affaiblir les pouvoirs, qui devrait nous laisser l'initiative, qui devrait nous laisser la main quand on le veut, c'est-à-dire que si les députés nous votent une loi qui nous détruit le système des retraites, alors que nous ne trouvons pas ça nécessaire, nous trouvons qu'il y a d'autres solutions, on a mal réfléchi sur le sujet, c'est ce qui nous est arrivé en France. Nous devrions pouvoir protester, tempêter, déclencher un référendum pour interroger le peuple et court-circuiter les représentants quand nous le désirons. Non, c'est pas possible. En France, c'est absolument pas possible. Et dans plein de pays du monde, c'est absolument pas possible. Les pays dans lesquels c'est possible, c'est très rare. Sont peu nombreux. Comment se fait-il que dans tant de pays, le vote blanc, qui est un vote de protestation, qui est un vote qui consiste à refuser tous ceux qui se présentent en disant « mais je ne veux aucun des gens qui se présentent, j'en veux d'autres ». Ce vote blanc, qui est un vote très important, qui n'est pas du tout un vote, qui n'est pas du tout une erreur, qui n'est pas une abstention, qui n'est pas une démission, qui est un vote positif, contestataire. Comment se fait-il que ce vote, presque partout, soit mélangé avec les nuls? C'est pas un vote nul du tout. Comment se fait-il que dans presque tous les pays, le gouvernement et le Parlement soient, les pouvoirs exécutifs et législatifs soient, au lieu d'être séparés, concentrés au dernier degré dans les mains d'un gouvernement accompagné d'un Parlement très souvent
soumis. Je pense qu'on a l'explication quand on cherche à aller à la cause. Hérodote nous conseillait, je crois que c'est un conseil formidable, il nous conseillait de chercher la cause des causes. Et c'est ce que je fais sans arrêt. Et quand j'essaye de comprendre, alors, pourquoi ce texte est-il aussi mauvais? On va aller chercher qui l'a écrit. Qui l'a écrit? Et là, vous trouvez des choses très intéressantes, parce que, à chaque fois, tout le temps, ceux qui écrivent les constitutions, pour l'instant, et à mon avis, c'est ça qui doit changer. Pour l'instant, partout dans le monde, ceux qui écrivent la Constitution sont les professionnels de la politique. Ce sont les gens au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Ce sont les gens qui devraient craindre la Constitution qui l'écrivent partout. Alors, on y est presque là, on est presque à l'os. Parce que, évidemment, si vous laissez des parlementaires écrire la Constitution, et c'est ce qui se passe en France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je pense que ça ressemble. Si vous laissez les parlementaires écrire la Constitution, et le parlementaire, mettez-vous à sa place, je ne lui en veux pas. C'est normal ce qu'il fait. C'est normal que le parlementaire ou le candidat à la députation, c'est-à-dire celui qui se projette dans l'avenir, il sait que dans pas longtemps il sera parlementaire, probablement, si tout se passe bien. Ce gars-là, il ne va pas, au moment d'écrire les institutions, si on lui donne la possibilité d'écrire les institutions, il ne va pas prévoir le vote blanc, le respect du vote blanc qui nous rendrait capable de le chasser. Il ne va pas non plus instituer le référendum d'initiative populaire qui permettrait de le court-circuiter. C'est-à-dire qu'en fait, le parlementaire, qui est quelqu'un de très bien, je dis pas du tout que le parlementaire est malhonnête, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'un parlementaire, dans l'occurrence précise du processus constituant, au moment d'écrire le texte qu'il va craindre, normalement il est censé craindre pour nous protéger nous les autres de ces abus, de ces erreurs. Au moment d'écrire, dans cette occurrence-là, au moment d'écrire ce texte, il est dans une situation qu'on connaît mal en France, on connaît mal cette expression, les anglo-saxons connaissent mieux cette expression. Il est en situation de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il a un intérêt personnel qui est contraire à l'intérêt général qu'il est censé défendre. Dans cette occurrence-là, je ne dis pas en général, je dis en l'occurrence du processus constituant. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à comprendre, vous allez voir, je pense que c'est lumineux avec cet exemple-là. Vous savez que pour juger des affaires entre nous, on désigne des personnes qui s'appellent des juges et qu'on rend indépendants pour s'assurer de leur impartialité. Donc on a des gens qui sont des juges et à qui on confie des affaires. Ces gens-là vont avoir un pouvoir supérieur pour trancher dans ces affaires. On leur fait confiance. On les considère comme honnêtes. Et dans une affaire, on s'aperçoit qu'un juge est de la même famille que la victime ou que l'accusé. C'est pareil. En l'occurrence, c'est pareil. Dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations du monde, ce juge qui, dans cette occurrence précise, est à la fois juge et partie, ça posera aucun problème. On va le récuser, il ne va pas perdre son honneur du tout. Il n'est pas question de son honneur. Il est question d'une situation de conflit d'intérêts dans cette occurrence-là où il ne peut pas rendre la justice. Vous comprenez bien, chacun comprend que si le juge est de la même famille que la victime ou que l'accusé, s'il est proche, il va avoir du mal à être juste, c'est facile à comprendre, et c'est pas déshonorant du tout pour le juge. C'est par contre très important pour la justice de ne pas laisser un juge qui est à la fois juge et partie, juger l'affaire. Et ce qui est évident pour un juge qui ne peut pas être juge et partie, je trouve, ne l'est pas moins, c'est tout aussi évident pour ce qui concerne le processus constituant. À partir du moment où on a compris qu'une constitution, c'est un texte supérieur au-dessus des institutions, qui s'impose aux organes, qui s'impose aux parlementaires, qui s'impose aux gouvernants, qui s'impose aux juges, qui s'impose aux fonctionnaires, qui s'impose à tous ceux qui ont un pouvoir. Quand on instituera, si on